Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on va parler de la carrière de Ne-Yo. Et la carrière de Ne-Yo c'est intéressant pourquoi? Parce que c'est un parolier qui est devenu donc une superstar du R&B et on va expliquer comment il est passé de ce statut là de parolier à superstar du R&B avant de retomber parce que son dernier album sorti il y a simplement quelques mois n'a fait que 35 000 ventes aux États-Unis. Donc on va expliquer tout ce parcours et bien sûr avant d'expliquer ce parcours il faut que vous ayez vu la vidéo sur Sisqo. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur Sisqo c'est le moment parce qu'elle va vous être très utile notamment dans le début. Donc on a de notre temps, on vous attend, pas de problème, vous pouvez cliquer, allez-y, nous on est tranquille, on est là, on ne bouge même pas. Et pour les autres qui ont déjà fait leur devoir, qui ont déjà vu la vidéo sur Sisqo, on va revenir au R&B du milieu des années 2000, donc un peu de love, un peu de... On oublie ce genre de choses, tu vois, on se comporte, on se... Voilà, j'ai oublié ma chemise, mais on se, tu vois, on se gentleman. Et bien sûr, c'est le début de cette vidéo, n'hésitez pas donc à liker, à partager, à commenter, à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur Instagram, sur Twitter. Et pour commencer cette vidéo, on va aller directement dans le vif du sujet. Donc directement dans le vif du sujet, c'est ça. Non, vous n'avez pas bien vu? Allez, je remets un autre extrait, c'est ça. Non, là, je pense que vous avez compris, que vous avez eu l'impression de voir un mini Sisqo, une mini figurine de Sisqo. Où est-ce que je vous disais, notamment les jeunes, là, quand je parlais de la vidéo de Sisqo, de l'impact de Sisqo? Ça, ce n'est même plus de l'impact. Je vais vous parler de l'impact du gars. Mais en réalité, c'est quoi? C'est le IMPACT. Ce n'est plus l'impact. Le gars, c'est un autre niveau, en fait. À l'époque, beaucoup de gens voulaient ressembler à ce garçon, notamment Ne-Yo. Ne-Yo qui ne s'appelait pas à la base Ne-Yo, il s'appelait Gogo. Et son groupe, qui est donc une espèce de dérivé de Dru Hill que vous avez vu là, s'appelait en fait les Envy. Mais à ce talent show, notamment, ils n'ont pas marché et ils ne marcheront d'ailleurs jamais. Ils n'auront pas marché, mais ça ne va pas décourager Ne-Yo parce que Ne-Yo vient d'une famille de musiciens et sa mère avait tout abandonné. Elle a déménagé pour être à Las Vegas afin que son fils puisse percer dans l'industrie. Et donc Gogo et Envy vont se balader dans pas mal de shows. Ils n'auront pas réussi, notamment dans ce show d'Apollo où ils seront carrément hués. Et après ça, lui il va quand même se faire repérer et signer chez Columbia Records. Columbia Records va d'abord lui changer de nom. C'est-à-dire que c'est là qu'il va changer de nom. Il va donc s'appeler Gogo. Et il va donc devenir Ne-Yo. Lui il s'appelle lui-même Schaefer Smith. Mais bon, le label prend Ne-Yo parce que c'est plus vendable. Et on lui fait enregistrer son premier album. Donc il commence l'enregistrement. Il va y avoir plusieurs titres, notamment celui-ci. Vous voyez le IMPACT de Sisqo? Bref, il enregistre l'album et au cours de l'enregistrement de l'album, Columbia Records se rend compte qu'en fait finalement Ne-Yo il voit pas trop ils vont aller avec lui. La section urbaine de Columbia Records c'est qui à l'époque? Je veux que la personne qui est là dise, qui dit? Oui, c'est Matthew Knowles. Matthew Knowles qui dirige dans la section urbaine de Columbia Records, qui l'a signé. À un moment se dit ouais non mais en fait je vois pas où je vais avec ce gars, donc Matthew Knowles remet son contrat à Ne-Yo. Et donc Ne-Yo recommence à zéro alors qu'il a enregistré son album, alors que tout est plus ou moins prêt. Mais on le relaie au rang de songwriter, donc il recommence. L'avantage qu'il a eu après cette première signature chez Columbia, c'est qu'il a commencé à avoir des rapports avec des producteurs connus, donc il commence à écrire pour pas mal d'artistes et il va avoir une petite chance en 2003. C'est-à-dire qu'un artiste qui lui sort aussi d'un groupe, mais qui a eu plus de succès et qui a plus de buzz, va vouloir une de ses chansons. C'est drôle parce que cette chanson, en fait, c'était le premier single de son album à lui. C'est-à-dire que son premier album qu'il avait fait là, cette chanson, c'était son premier single et l'artiste va la prendre et va en faire son premier single à lui. Cette chanson, c'était ça. Le titre c'est That Girl donc de Marques Houston que certains doivent connaître et le titre n'a pas été un énorme succès mais il va ouvrir les portes du R&B mainstream à Ne-Yo. Après ça, Ne-Yo va commencer à écrire pour d'autres artistes comme Christina Milian, comme Chidra Moses et petit à petit il va donc avoir son plus gros tube, c'est-à-dire que une immense chance c'était ça. You don't believe his stories. You know that there are lies. Ce titre, donc, qui est donc un titre de Mario, va en réalité totalement changer la vie de Ne-Yo. Parce que c'est une chanson de R&B hyper classique. C'est-à-dire que c'est un R&B carrément 90s, légèrement modernisé pour les années 2000. Et elle va passer quasiment 10 semaines en tête des charts aux États-Unis. Après ce succès phénoménal, les labels qui avaient abandonné Gogo, Ne-Yo, tout ça, commencent à regarder. Parce que c'est comme ça que ça se passe en fait. Les labels commencent à dire, mais en fait, qui a écrit la chanson? Non, mais c'est le gars qui s'appelle Ne-Yo là. Donc il est recherché parce qu'on se dit, gars, il vient de faire un gros tube. Et on commence donc à essayer de le courtiser pour l'avoir chacun sur son label. La personne qui va l'avoir sur son label, qui va le signer officiellement, c'est Jay-Z.
parce que Jay-Z est à la base à la tête de Def Jam à l'époque. Mais c'est pas lui qui fait appel à Ne-Yo. La personne qui va appeler Ne-Yo, c'est L.A. Reid. Je veux que vous reteniez que c'est L.A. Reid qui appelle Ne-Yo et se dit il y a quelque chose à faire et il commence donc à travailler le premier album de Ne-Yo qui va s'appeler In My Own World. L.A. Reid appelle Ne-Yo pour deux choses, parce que bien sûr ils vont le lancer en tant qu'artiste, donc ils vont renouveler son image, mais aussi parce qu'il se dit le gars écrit plein de tubes pour plein de gens là, il faut qu'il soit de notre côté parce qu'il va écrire des tubes pour les artistes de notre roster de Def Jam. Quelques mois après, Ne-Yo va sortir son premier album qui s'appelle In My Own World. C'était ça. Mais avant de revenir sur la carrière de Ne-Yo, il faut bien qu'on se situe dans le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est que 2005, c'est la dernière grande année du R&B mainstream. En 2005, tout le monde est disque d'or. C'est-à-dire que c'est une espèce de fourvoiement, en fait. C'est la dernière année du R&B mainstream. Tout s'y passe, mais c'est la dernière grande année. Après ça, le R&B chute clairement dans les charts américains. Donc 2005, c'est le sommet. Et quand le R&B chute, mais je vous expliquerai ça, mais vraiment très longuement dans une vidéo qu'il faudra voir. À partir de 2006, qui est donc l'année juste après la dernière grande année du R&B mainstream, trois espèces de courants vont se battre dans le nouveau R&B, on va dire ça comme ça. Il va y avoir trois courants dans la scène R&B qui vont prendre d'assaut les charts américains. Le premier courant, c'est le R&B hip-hop très autotuné qui va être iconisé par lui. Si vous avez l'oreille, c'est bien sûr T-Pain qui va porter cette espèce de R&B, toujours très inspiré de R. Kelly, mais où on retrouve une structure très hip-hop. On retrouve aussi l'autotune qui n'était pas du tout accepté à l'époque et qui est dans un sens l'apôtre de ce qu'on va voir avec les Futurs et pas mal de chanteurs de R&B de notre époque. Ça donc, c'est le premier courant très R&B hip-hop. Le second courant, c'est le R&B électro. Et ce R&B électro va être iconisé par des gens qui ne pensaient pas que ça allait aller aussi loin. Et c'est eux. Oui, c'est Justin Timberlake et Timbaland qui vont, si vous en souvenez, réinsérer les sonorités très électro dans le son R&B. D'ailleurs, c'est Sexy Back qui va être une des premières chansons très électro à rentrer dans les charts R&B américains. C'était un phénomène à l'époque. Et pourquoi? C'est que cette idée-là va être réutilisée, ils vont l'avouer, par les David Guetta et tous les autres après pour faire appel à des artistes R&B sur des sons très dense. Mais bon, ça, on reviendra après. C'est le deuxième courant de l'époque. C'est-à-dire, c'est ce courant donc R&B électro. Le troisième courant, c'est le courant de la résistance. C'est-à-dire que c'est une espèce de courant à la fois de résistance et de souvenirs sans le vouloir. Pourquoi? Parce que beaucoup de fans de R&B déjà avaient du mal avec le crunk R&B et ce genre de trucs. Donc, ils vont revoir une espèce de retour aux mélodies. Et ce retour aux mélodies va être incarné par ça. Oui, quand Ne-Yo est arrivé, c'était justement ça que beaucoup de gens lui ont reconnu, c'était le retour des mélodies. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ramener quelque chose de très R&B, très sucré, très harmonieux dans la manière dont les chansons sont structurées, avec un son plus limpide, plus épuré, qui va être plus poppy et donc qui va permettre de toucher une plus large audience. Et donc, c'est le troisième courant, c'est-à-dire que cette espèce de résurgence du R&B love, c'est Ne-Yo. Après, de l'autre côté, on avait une espèce de R&B électro qui va être impulsé par Justin Timberlake et Timbaland. Et de l'autre côté, on avait T-Pain. Et donc, Ne-Yo, qui est donc là en 2006, donc on revient sur son cas, s'inscrit dans une espèce de retour à quelque chose de très glamour, très R&B love et qui donc à la fois anachronique, mais pas totalement parce que les prods de Stargate font en sorte que ça reste très actuel. Et c'est vraiment ça la base du succès de Ne-Yo. C'est-à-dire qu'il va ramener quelque chose de très R&B, très harmonieux. D'ailleurs, quand vous écoutez So Sick ou Sexy Love, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, les Boyz II Men auraient pu chanter cette chanson. C'est-à-dire que c'est très structuré, très harmonieux, très calqué sur le R&B des 90s. Ce qui change, c'est les prods en fait. Les prods sont les prods de Stargate qui rendent le truc plus pop parce qu'en fait, ce sont des prods qui tournent en boucle. Donc, c'est beaucoup plus accessible pour un plus large public. Et c'est donc la formule que Ne-Yo va réussir à avoir. Et cette formule-là va plaire parce qu'il y a dans le démantèlement du R&B, c'est-à-dire que dans cette espèce de truc que voilà le R&B électro, voilà le R&B hip-hop, il y a pas mal de gens qui se cherchent et les anciens vont se tourner vers Ne-Yo qui en plus a une image sympathique de gars propre sur lui. Certains le comparent à Babyface et son album donc In My Own World va faire 3 millions de ventes très rapidement. Après ce succès, qu'est-ce qui se passe? Def Jam se rend compte que mais en fait là, on a une poule aux odeurs. On a quelqu'un là qui est capable d'écrire et qui a une formule qui peut nous rapporter beaucoup parce qu'ils avaient déjà vu que ça avait marché bien sûr avec Mario. Mais sur Mario, c'était Scott Storch qui avait produit. Là, ils voient bien que la formule entre Ne-Yo et Stargate marche. Et donc, ils vont reprendre Ne-Yo et Ne-Yo va se mettre à écrire pour quasiment toute la scène R&B mainstream. Bien sûr, on va commencer par les pop stars avec ça. In the closet, that's my stuff. Ou encore ça.
Mais très rapidement dans la carrière de Nio, vous allez voir que tous les anciens, Mary J. Blige, Usher, quasiment même Joe pour Stargate et plein d'autres vont refaire appel à Nio. Parce qu'en fait, sa formule était très proche de ce que eux ils faisaient. C'est juste que les prods tournaient en boucle et que donc du coup ça donnait un sentiment de modernité. Et que lui aussi il écrit plutôt bien. Donc du coup, tout le monde va faire appel à lui. En plus, le label Def Jam comprend que vu que le gars est en train d'avoir une ascension, il faut l'asseoir. Donc très rapidement, en 2007, Nio va sortir son deuxième album qui s'appelait Because of You avec ce single-ci. Le premier single de Because of You se popise encore plus, c'est-à-dire qu'on voit qu'il essaie de prendre plus de stature sur une scène plus pop, mais de l'autre côté, le reste de l'album est beaucoup plus R&B. D'ailleurs, il se compare à cette partie-là à Jimmy Jam et à Terry Lewis en faisant beaucoup d'hommages à Janet Jackson, c'est-à-dire que les prods sont moins clinquantes, tournent moins en rond, c'est quelque chose de plus R&B. Et l'autre seul single qui marchera dans cette ère, c'est cette-ci. Le succès est encore au rendez-vous, c'est-à-dire que 2,5 millions d'exemplaires de l'album sont écoulés. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que Def Jam comprend que, gars, il y a vraiment de l'argent à se faire. Et là, on met Nio, on lui fait un contrat de songwriting d'exclusivité avec le label. C'est-à-dire que très rapidement, tous les projets qui sortent chez Def Jam ont toujours Nio, notamment celui-ci. Celui-ci. Ou encore celui-ci. C'est-à-dire que vous retrouvez Nio partout dans chaque projet du label. Et de l'autre côté, tous les artistes R&B de l'époque veulent du Nio parce qu'en fait, comme la structure de son son ressemble beaucoup à ce que leurs fans aimaient à l'époque, on retrouve encore du Nio sur les albums de Usher. Ou encore même sur un album de Chrisette Michele, le deuxième album de Chrisette Michele, c'est lui qui prend la direction artistique. Donc il fait une sorte de lien assez clair entre les fans de R&B très classiques et la nouvelle époque en fait. C'est donc là qu'il se dit sur le troisième album qu'il va encore plus incarner son personnage. Cet album s'appelait The Year of the Gentleman et il fut lancé par un single encore plus mainstream qui était ceci. Closer, on voit déjà que Nio fait des tentations pour aller vers le R&B électro. Mais cet album est important. Cette troisième ère de Nio pousse encore plus loin son personnage de lover, de gentleman, de mec qui est là pour vous chanter du R&B love et qui plaît aux meufs parce qu'il est calme, qu'il est simple, qu'il leur parle bien. Et d'ailleurs, le deuxième single, c'était vraiment l'iconisation de ce que je suis en train de vous raconter, c'était ça. Vous allez voir dans les commentaires en train de kiffer, en train de dire que oui, je comprenais, c'était de moi que Nio parlait, oui, voilà, même si c'est mon gars qui paye mes factures, c'était moi, voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça qu'il leur disait. Et en plus, en interview, il ne se privait pas en fait. L'album s'appelle The Year of the Gentleman. Et en interview, il disait ceci à propos de cet album. Pour moi, The Year of the Gentleman concerne une personnalité, un butin, un charme. J'ai dressé un bilan du secteur de la musique. Et à mon avis, l'essence du gentleman est absente pour le moment. Tout le monde a le même regard, tout le monde fait un peu la même chose, tout le monde est grossier, tout le monde a de mauvaises paroles, alors qu'un gentleman est calme. Il est courtois, il est charmant. Ce titre représente donc essentiellement le fait que j'essaie de donner l'exemple et de montrer à tous ces gars que je peux être un gentleman et réussir dans le business de la musique. Vous avez compris ce qu'il veut dire? Il veut en fait tacler les gars comme les T-Pain, les autres qui ont des paroles un peu, qui traitent les meufs de bitch et de machin et qui veut montrer que bah moi, vous voyez, je traite bien les meufs, je parle de lover et je cartonne en fait. Donc voilà, ne me dérangez pas. Sauf que cette vision est plutôt pas mal parce que l'album d'hier de Gentleman, il est un peu déjà secoué en fait. Donc il fait déjà 1,5 million de ventes parce que les singles électro là, les fans de R&B très durs là disent déjà mais globalement l'image qu'il a construit passe bien en fait, c'est à dire qu'il a encore un vrai public d'acheteurs et ça se passe bien en 2008. En plus, Def Jam comprend que le secteur de Nio est un peu un secteur fragile, je vous ai dit, parce que ce n'est plus vraiment la période, donc on lui fait enchaîner les albums et en 2008 il en a déjà 3. Sauf qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer dans la tête de Nio qui nous a fait mal à tous. En 2009, Michael Jackson va mourir. Et il faut comprendre, peut-être qu'aujourd'hui les gens ne s'en rendent pas compte, mais pendant très longtemps Michael Jackson s'en foutait en fait dans l'industrie du disque. Très peu de gens le citaient comme inspiration et il fallait même pas le faire parce que quand tu le citais, les gens commençaient à te rappeler que oh la pédophilie, ce genre de choses. Vous avez les gens qui sont très moralistes, oh la pédophilie, machin. Bref, on citait pas Michael Jackson, donc les gens étaient stratagèmes. Dès qu'on disait que la chanson ressemblait à Michael Jackson, certaines personnes disaient non c'est Stevie Wonder, non c'est Janet, non moi c'est Janet. Il y avait tous les stratagèmes, non moi c'est Prince, on ne citait pas Michael. C'est pas une... Je vous citerai les artistes qui faisaient ça. Il y en a un surtout, toute sa vie c'était Stevie Wonder. Tu écoutes Stevie
Stevie Wonder, tu écoutes ses chansons, tu dis que mais ouais le truc. Tu vois Michael, non, il te dit que c'est Stevie Wonder. Je sais pas si vous voyez de qui je parle, mais c'était un spécialiste. Pour vous dire que voilà, à cette époque-là, quand Michael était vivant, on ne parlait pas beaucoup de Michael. Oh, dès que Michael est mort, tout le monde était là, oh Michael, je l'aimais, c'était mon gars. Voilà. Bref, dès que Michael est mort, vous vous rappelez, tout le monde est tombé sur Michael et notamment Nio. Nio a été atteint de ce qu'on pourrait qualifier de Michael Jackson aigu, c'est-à-dire qu'il a une Jacksonite aiguë en fait. Le gars ne pouvait que Michael. Et donc, au lieu donc de continuer sur ce parcours que lui il a construit en fait, cette espèce de Year of the Gentleman, en 2010, il est revenu avec un projet inspiré par Michael Jackson. C'est-à-dire que Michael Jackson l'habitait déjà. Vraiment, c'était une espèce de mélange des 3 films de Michael Jackson, Moonwalker, Tree Light et tout. Et ça s'appelait Libra Scale. C'était ça. But I don't mind. À la limite encore, le projet de Nio Libra Scale, donc très inspiré par Michael Jackson, aurait pu passer. Mais au niveau du single, c'est hyper mal pris parce que le premier single qui était donc clairement là un single dance à l'époque de Lady Gaga a totalement frustré ses acheteurs R&B. Je vous ai dit que dans la même vidéo que Sierra, dans cette période-là, c'est une période charnière. C'est-à-dire que quand il y a eu trop d'électro là, surtout en plus Nio qui ne faisait que leur vendre que moi je suis là pour vous charmer, je suis là pour vous machin. Quand il y a eu toute cette période-là, les acheteurs de R&B ont fait très attention à toutes les personnes qui faisaient des moindres écarts en fait. Et Nio donc, lui a proposé un single qui était totalement désaxé et c'est comme ça que en plus le concept de l'album qui était trop foireux et trop similaire à celui de Michael Jackson a complètement fait foirer le disque. Libra Scale fait simplement 300 000 ventes et c'est donc le début de la chute de Nio chez Def Jam. It's bad. I don't think the album's bad at all. I think it's a pretty solid album. It's just that I didn't get to pay as much attention to the music as I normally would because I was so focused on, you know, the storyline that the album is based off of. 50 shot either way, it's gonna work or it's not gonna work. You know, for some people got it, some people didn't. The majority of people didn't. It's all good over their heads. Got a new album on the way right now that is kind of a step back to the basics of. Pourquoi? Le premier truc c'est simple, comme je viens de vous le dire, oui bien évidemment, c'est trompé de single, le projet 3 à la Michael Jackson que personne n'a compris. D'ailleurs il reconnaîtra lui-même dans plein d'interviews que c'était pas un bon projet, que les gens n'ont pas compris ce qu'il voulait faire. Il reconnaîtra que le concept n'était pas bon, ça c'est le premier truc. Mais surtout, l'autre truc c'est que vous avez vu, je vous ai expliqué que pendant très longtemps, Nio écrivait pour tout le monde en fait. C'est-à-dire que dès que quelqu'un a besoin d'un single un peu R&B avec une petite touche pop, on l'appelle. C'était vraiment devenu leur espèce de monsieur R&B new school quoi. C'était vraiment devenu ça. Dès qu'il flop en passant donc à l'électro là, Def Jam ne fait plus appel à lui pour les singles de leurs artistes et il s'en sépare très rapidement. 2 ans après, il passe chez Motown et les autres non plus en fait. L'une des premières à faire appel à lui, c'est elle. Parce que Nio se vantait pas mal, il disait oui, mais en fait là je suis en studio avec Beyoncé pour l'album Fort, enfin qui ne s'appelait pas encore Fort, mais voilà. Mais finalement, dès que Beyoncé a vu que les singles de Nio ça ne marchait plus, elle a cessé de l'appeler en fait. Toutes les chansons donc enregistrées entre Beyoncé et Nio pour cet album là ont été complètement scrap et on ne l'a plus jamais fait appel à lui. Mais vous verrez que de toute façon, depuis 2010, on fait très peu appel à Nio, alors qu'en fait, il avait un boulevard sur ce créneau de R&B mainstream. Mais dès qu'il a fait ce passage à l'électro, la première chose, c'est que ça lui a coupé le lien que les gens avaient en se disant que oui, c'est notre monsieur R&B, c'est peut-être notre petit babyface. Bon, il produit pas, mais il écrit des bons textes, il nous sort de bonnes mélodies. On va rester sur lui. Dès qu'ils ont fait ça, les gens se sont reculés en fait. Ça, c'est le premier truc qu'il a perdu avec cet album-là. Le deuxième truc, c'est que un album, ça ne te tue pas une carrière normalement en fait. Ça peut te fragiliser complètement ton public, mais ça ne t'écrase pas totalement. Donc Nio aurait pu se le relever. En plus, il signe chez Motown. Donc là, il est encore bien, il signe. Et en plus, il est président de la section urbaine de Motown, donc il est vraiment bien placé en fait. Donc 2 ans après, il va sortir un autre album qui va s'appeler Red et qui sera notamment lancé par ce single-ci. Effectivement, la chanson marche, mais si elle écrit pour tout le monde à l'époque, Rihanna, pour tout le monde, elle écrit pour tout ce qui marche. Donc, qu'est-ce qui se passe? Entre Nio et son audience de base, avec un album qui sera encore plus pop que le précédent, il y a un véritable lien qui se fracture en fait. Parce que c'est vraiment Red qui va casser le lien entre les fans de R&B et Nio. Parce que l'album est non seulement très pop, mais en plus, cette image de lover, de monsieur hyper classe, qui adore les femmes, qui est les femmes intelligentes, il la casse pour quelque chose de plus sexy qui sera ceci. Et qui sera
curieusement, je suis sûr que ça va surprendre beaucoup d'entre vous, très mal reçu en fait. C'est-à-dire que le clip de Lazy Love, quand il va sortir, va entraîner beaucoup de critiques du public afro-américain. Ce qui est bizarre, parce que vous allez vous dire, oui, mais tout le monde fait ça. Oui, mais c'est Nio qui faisait des leçons de morale à tout le monde. C'est Nio qui disait que oui, lui voulait que les femmes, on traite les femmes comme des anges, voilà, même si ce genre de choses, quoi. Ouais, ils vont pas aux toilettes, enfin bref, c'était Nio le gentleman de ouf. Donc quand lui, il a traversé pour commencer à nous expliquer que lui, il se balade à poil avec des femmes super, voilà, c'est très mal passé chez une partie de son public, en fait, qui a dit que ouais, bah finalement, c'est pas le gentleman qu'on aime. Et l'ère de Red va faire environ 250 000 ventes. Mais il faut bien comprendre que le public pop qui écoute des chansons comme Let Me Love You n'en a rien à faire de Nio en fait. Donc, tout ce que ça a réussi à faire, ça a le fragilisé sur sa base. Donc à partir de là, à partir de 2012, que Nio va vraiment commencer à avoir énormément de mal avec le public R&B. Parce que quand le public pop te lâche, parce qu'eux ils écoutent les chansons à la radio, ils passent à autre chose, bah il faut que tu reviennes à tes sources. Et lui, il va essayer de le faire dès 2015. En 2015, il va essayer de revenir avec un son plus hip-hop cette fois-ci. C'était ça. Ou encore ça. Mais pourquoi il fait ça? C'est qu'en fait, il fait ce qu'il avait déjà fait en 2010. Il suit la tendance en fait. C'est-à-dire que le R&B dance, c'était ce qui marchait. Avec les David Guetta et tout ça, il était à fond derrière, voilà, c'était ça le truc. Et là, comme on était revenu au R&B hip-hop en 2015, on avait rechangé, bah en fait, il voulait resuivre la tendance et se refourguer dans le mouvement en se disant, bah je reviens à la maison. Mais là, non en fait. Non, pourquoi? Parce que le premier truc, c'est que tous ces artistes du R&B qui sont passés du R&B à la dance ont cristallisé une véritable haine d'une grosse partie du public. Urbain qui les a traités de traîtres en fait, de vendus. Donc les Jennifer Lopez ou je suis on the floor, Tyler Cruz, je suis sur la dynamite on the floor, Usher, JJ, justement c'est le on the floor. Parce que je sais pas si vous vous en souvenez, à une époque, on ne pouvait plus allumer sa radio sans entendre quelqu'un nous dire que on the floor, le mot on the floor, je prépare une vidéo dessus. Là il faudra qu'on en parle et qu'on se félicite. Alors je veux que là vous vous félicitiez en fait, applaudissez pour vous-même. Pour avoir survécu à cette période, les gens sont on the floor, voilà. Ces personnes-là qui étaient passées du R&B à on the floor chaque jour ont énormément de mal à revenir parce que leur public de base a traité de vendu et a refusé de soutenir tous les albums de cette période-là. Donc ça, c'est le premier truc pour Nio. Le deuxième truc pour Nio, c'est lui-même en fait. Passer son temps à nous expliquer que oui, je suis un gentleman, je suis là pour chanter pour les femmes, je suis là pour chanter pour ceci. Pour beaucoup de gens, il incarnait vraiment quelque chose. Sauf que d'un coup, il est passé d'abord dans le R&B électro et ensuite, maintenant, il s'est retrouvé dans le R&B hip-hop en 2015. Ce qui on peut dire c'est une évolution, sauf que dans cette évolution là je vous ai expliqué qu'il a cessé d'écrire vraiment ses chansons, donc il a commencé à acheter des démos, donc finalement son style à lui qui était son style bien particulier n'était plus reconnu. C'est pour ça que Non-Fiction a fait simplement moins de 100 000 ventes aux États-Unis. C'est-à-dire que Nio lui-même, beaucoup de gens ne le reconnaissaient plus en fait. Et ça, c'est sa grande erreur. Même si pour moi, en réalité, il n'aurait pas pu avoir une immense carrière en restant sur cette espèce de R&B mainstream. Ce qu'il aurait pu avoir, c'était qu'il était un songwriter et que beaucoup d'artistes R&B allaient vers lui pour avoir des chansons. Donc ça, c'était vraiment une mine d'or pour lui qu'il aurait pu étendre. Dès qu'il a commencé à aller trop vers l'électro, on voit bien que les artistes R&B ont fait moins appel à lui. Et de l'autre côté, lui, il s'est brisé les ailes en se prenant pour une pop star. Parce qu'encore une fois, le public pop oublie en fait. Eux, ils ont écouté Let Me Love You, je sais pas, machin. Ils sont passés à autre chose. En revanche, les tubes, c'est So Sick, Sexy Love et ce genre de chansons qui sont vers le public R&B qui lui n'oublie pas. Il se dit, ah, c'était ça que tu nous faisais. Maintenant, tu veux qu'on... Non, on veut pas ça. Et là, ce qui est encore plus drôle, c'est que comment est-ce que Nio va réussir à revenir plus ou moins dans le game en tant que songwriter? C'est comme ça qu'il réussit à revenir. Looking at the sky at night, yeah. Oui, c'est une chanson de En Vogue. Il a écrit dans le dernier album de En Vogue qui est sorti donc en 2018. Il a écrit ce titre qui s'appelle Rocket, qui va devenir numéro 1 des radios R&B adultes. Donc vraiment, c'est vraiment le créneau de base en fait. C'est cet ancien créneau là qu'il avait abandonné. Il va le reprendre vers un titre de En Vogue en plus. Et qui va donc lui permettre de réinsérer son personnage parce qu'il a sorti un album qui s'appelle Good Man, un sample de D'Angelo sur le single, c'était ça. Rien qu'avec le titre, vous retrouvez encore Nio qui essaie de revendre son personnage du mec sérieux, qui va plaire aux femmes, qui va leur chanter de belles chansons, qui va être là pour elles. Et ça marche bien en fait. C'est-à-dire qu'il revient et il est premier des charts R&B adultes aux États-Unis. Bien. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à décoller sur l'album? C'est qu'en fait, il a perdu son public
entre trop d'errance musicale. Donc petit à petit, ce qui lui reste à faire aujourd'hui pour Nio, c'est de continuer dans ce créneau en fait. C'est le seul qui marche pour lui. C'est plus la peine d'aller vers la pop, ça c'est plus la peine. Ce qui lui reste, c'est de faire quoi? C'est de continuer dans ce créneau R&B adulte, donc de reconquérir ce public petit à petit. Comme il dit qu'il est le gentleman, oui bah oui, c'est le moment donc de travailler et donc de les charmer, d'insister sur ce créneau-là, de sorte qu'il récupérera une certaine partie de son audience et surtout, il pourra écrire pour beaucoup d'artistes de cette époque-là parce que c'est sa véritable mine d'or. C'est parce qu'il a écrit beaucoup de textes que je pense qu'aujourd'hui, il vit beaucoup de ses droits d'auteur. C'est ça, sa véritable mine d'or. C'est pas sa carrière d'artiste parce qu'en réalité, ses premiers albums, c'est 3 millions, 2,5. C'est pas un immense vendeur, mais comme il a beaucoup écrit, qu'il a écrit pour des tubes sur des autres, bah, ça lui permet donc d'avoir un bon petit pactole, je pense, sur le reste de sa carrière. Nous arrivons donc à la fin de cette analyse sur Neo et encore une fois, ça montre bien que pour le coup, lui, il avait vraiment créé un personnage qui était destiné à quelque chose. Il s'est perdu en route et là, il essaie de revenir vers ce personnage. On ne sait pas si ça va marcher, mais on voit bien qu'il essaie de revenir. Goodman, encore une fois, a été premier des charts R&B adultes. L'album ne se vend pas. Mais les gens du R&B ont beaucoup de mal à acheter un album de Neo. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver en fait. Donc, on ne sait pas si ce sera dance, ce sera électro. Il y a encore beaucoup de réticence dans l'achat, dans le soutien de Nio, surtout qu'il était traité de traître. Mais c'est un bon départ et surtout, vu qu'il a déjà écrit pour En Vogue et que ça a marché pour En Vogue, peut-être que d'autres artistes dans ce créneau-là peuvent le contacter et donc lui redorer son blason en tant que parolier. Du reste, merci de m'avoir écouté et très prochainement, je vais revenir sur la période dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la période on the floor là. Je veux encore une fois que vous vous félicitiez. Prenez un verre, allumez une bougie, faites-vous plaisir en vous disant merde, aujourd'hui là je suis devant Stevie, je regarde une vidéo de Stevie et j'ai survécu à la période on the floor, on the match. Dites-vous du bien de vous. Si vous êtes devant un miroir, dites que je suis belle, je suis beau, je suis voilà. J'ai survécu à ça en fait. Et on ne se rend pas compte à quel point c'était difficile. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette analyse sur Nio. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Nio, votre album préféré de Nio, tout sur Nio. Et bien sûr, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter. Likez, partagez, commentez et à très vite pour une prochaine vidéo.